On se retrouve aujourd'hui pour les news de la semaine, les gars. En même temps aussi, on va faire le preview de ce match qui arrive face à Nottingham Forest. Il y a vachement de choses à discuter dans cette vidéo, hein, notamment les conférences de presse. Notamment, on va un peu parler de Liverpool et notamment des news mercato. On va parler du vestiaire en général, des retours, etc. Et si Manchester United aussi va enchaîner, justement, une 4e victoire consécutive. Donc on va parler de tout cela dans cette vidéo. Pour les nouveaux, ici sur Legacy United, on parle d'actualité du club de Manchester United. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, à tout de suite. La famille, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais mieux en tout cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette semaine, j'ai chopé le Covid en début de semaine. Il faut savoir une chose, c'est que le Covid est en train de revenir justement en France. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont eu ces derniers temps et j'en faisais partie. Donc je me sentais vraiment pas bien pour faire une vidéo. J'avais pas la voix, j'étais vraiment KO, j'avais pas l'énergie pour faire des vidéos. Du coup, je me suis dit, on va laisser accumuler justement les news et on va faire une vidéo qui va expliquer tout cela. Donc, dans cette vidéo, d'ailleurs, j'ai sélectionné deux commentaires. Deux commentaires où je devais me justifier justement, et justement deux commentaires où il fallait que je m'exprime aussi. Deux commentaires pertinents d'ailleurs, et je remercie les personnes justement qui ont posté, qui ont commenté justement sous la précédente vidéo, pardon. Donc, il y avait plusieurs commentaires qui méritaient d'être sélectionnés, encore une fois, mais j'en ai sélectionné que deux. Donc, premier commentaire que j'ai sélectionné, ça vient de Andy. Il faut donner le crédit à Amorim. Honte à vous qui a déjà mis Amorim out et fait une vidéo pour Xavi. Ça vous apprendra à regarder au-delà du résultat. Moi, je regarde Manchester United, comme la plupart d'entre nous. Donc, quand on est tous des fans de Manchester United, c'est pour ça justement que on regarde ce genre de vidéos et que quand le club ne va pas bien, on se sent mal. Moi, j'estime que au moment précis où j'avais fait ma vidéo Amorim out plus une vidéo le lendemain pour soutenir l'arrivée de Xavi, je mérite qu'à ce moment précis-là, justement, Ruben Amorim méritait de dégager. J'estime, c'est mon avis, et voilà, vous avez votre avis, je respecte, et ça c'était mon avis au moment où j'avais fait ces vidéos là. Et d'ailleurs c'est toujours le cas, je suis toujours Amorim out, en tout cas, j'ai des doutes, je me pose plein de questions, mais on va revenir juste après. Donc, au moment précis où j'avais fait mes vidéos, il y avait clairement des choses que j'aimais pas, qui fait que pour moi Ruben Amorim devait dégager. Première chose, favoritisme. Il faisait confiance systématiquement aux mêmes joueurs qui lui chient dessus chaque week-end. Donc ça je pouvais plus accepter ce genre de choses, parce que pour moi j'estime que si un joueur il te fait un mauvais match avec un manque d'envie, manque d'intensité, tu dois le punir au prochain match. Et ça, Ruben Amorim, il commençait à ne pas respecter cette règle-là et à continuer à faire confiance à des joueurs qui lui chient dessus, qui nous chient dessus toute la semaine. Donc voilà, ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que Ruben Amorim, on commençait à remarquer plusieurs erreurs tactiques, notamment dans ses choix de remplaçants, notamment dans son 11 titulaire, et notamment dans ses idées. Et je voyais qu'il y avait un manque d'idées. Et d'ailleurs, la troisième raison, c'est par rapport à cela. Quand il est sur le banc de touche, je le vois débité, je le vois en manque d'idées. Donc, je commençais à me dire que c'est peut-être pas lui la bonne solution finalement. Et d'ailleurs, la dernière raison pour laquelle j'étais à Amorim out, manque de confiance totale envers les jeunes. Donc ça, je trouve ça aberrant. Donc voilà, à ce moment précis-là, j'avais toutes mes raisons d'être Amorim out. Et je l'ai toujours d'ailleurs cette raison-là. C'est pas que Ruben Amorim va m'enchaîner 3 victoires consécutives que justement je vais être content. Parce que on est Manchester United, les gars. On est Manchester United. On doit enchaîner 3 victoires consécutives. C'est pas pour cela que je vais être content, les gars.
Je vais laisser le temps, justement. Peut-être que j'aurai tort à la fin, et j'espère avoir tort. Encore une fois, j'aime Manchester United, j'espère avoir tort. J'espère que Ruben Amorim, c'est l'homme de la situation. J'espère que le board a raison de le faire confiance. Parce que à chaque fois que quand tu changes de coach, tu changes de projet. Tu recommences tout depuis le zéro. Et ça, c'était l'erreur qu'on avait fait depuis le début. Et j'espère que j'ai tort dans cela. Mais je ne vais pas le juger sur 3 matchs. Je vais laisser le temps passer. Peut-être que il va m'enchaîner. Peut-être qu'on ne sait pas justement si ça va durer cette série-là. En tout cas, on espère tous que ça va durer. Hein. Mais on ne sait jamais. Voilà. Donc je laisse le temps. On verra bien. Peut-être que Ruben Amorim est l'homme de la situation. Et à ce moment précis-là, je m'excuserai. Mais pour le moment, maintenant, c'est pas 3 matchs, les gars, 3 bons matchs que je vais retourner ma veste. Je vais attendre. Comme je l'ai dit, je lui donne 5 matchs après la victoire face à Liverpool. 5 matchs, je vais pas lui juger. Vas-y, je vais pas te juger. Voilà. Donc, j'espère, Hans, que j'ai un peu réussi à me justifier, justement. Et voilà, j'ai pas à avoir honte de cela. C'était mon choix. C'était mon avis. J'ai pas à avoir honte de cela. Moi, j'assume ce que je dis, les gars. Voilà, on est des hommes, on assume. Bref. Donc, deuxième commentaire du jour, ça vient de PL 1425. Il nous dit, on joue en faux 4-4-2. Rappelez-vous de cela, les gars. Pendant la préparation d'avant-saison, j'avais parlé de cette tactique-là. J'avais dit, c'était pas un pur 3-4-3 le système d'Amorim. Parce que je l'ai vu, je l'ai remarqué, j'ai même donné des images dans cette vidéo-là de préparation d'avant-saison, comme quoi Ruben Amorim, il s'adapte en fait par rapport dans le match. Par exemple, dans une phase de construction, je voyais les deux 10 là qui reculaient un peu pour laisser les pistons prendre la profondeur. Et surtout pour amener du surnombre. J'ai vu qu'en phase défensive, en phase de pressing, il y avait 2 attaquants qui allaient presser, suivis par 4 milieux de terrain, suivis par les 4 défenseurs. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans la préparation d'avant-saison, c'est que Hollund et c'était qui l'autre là, et Bemou pressé, du coup ça fait les 2 de devant. Et du coup dans le 4, j'avais vu un Ahmad se réaxer. Du coup ça te faisait Ahmad, Bruno Fernandes, Casemiro et du coup l'autre 10 qui était Mount, il me semble, pendant la pré-saison. Du coup ça te fait les lignes de 4 et derrière tu avais un Patrick Dorgu, du coup les 3 centraux et l'autre centraux qui se décale justement en tant que latéral droite. Du coup, j'avais vu cette système et cette espèce de système hybride justement pendant la pré-saison. Et j'en avais fait une vidéo justement pour expliquer cela. Et justement, il y avait pas mal de personnes qui me disaient « Ouais, mais les gars, si tu rêves là, nous on n'a pas vu cela ». D'autres qui me disaient évidemment que oui, on a vu exactement la même chose. Donc voilà, et depuis, j'en ai plus parlé de cette fameuse stratégie jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai, c'est très très intéressant ce qu'il nous dit PL, c'est que ce truc-là, ce système évolutif, c'est le truc qu'on est en train de voir en ce moment. Rappelez-vous, face à Brighton, on avait vu Sesco Bemou qui créait la ligne de 2 de devant, et justement Ahmad et l'autre 10, Cunha, qui créait la ligne de 4, et ce qui faisait 4 derrière aussi. Et on a vu cela dans les phases de construction. On a vu aussi dans cette victoire face à Brighton, c'est que Ruben Amorim, il a réussi à changer quelque chose. C'est qu'il a réussi à rapprocher ses défenseurs de ses milieux de terrain. Du coup, ce qui fait que il y a moins d'espace derrière. Ce qui fait que l'équipe, on sent plus une équipe qui est divisée en 2 dans les phases de transition. Donc, on est bien plus compact et on récupère les ballons ultra haut. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence en ce moment, parce que justement cette bonne série là, ça s'accompagne par une justement pressing hors norme, parce que Manchester United presse bien et récupère beaucoup de ballons dans le camp adverse, et ça les gars, ça fait beaucoup de différence.
Parce que, justement, on est en train de prendre nos adversaires à la gorge. À la gorge. Ils s'adaptent, en fait, à chaque adversaire. Et ça, c'est quelque chose. Et ça, oui, je donne le crédit à Ruben Amorim. Et ça, c'est quelque chose que je commence à aimer. Parce que, rappelez-vous, dans le commentaire de Han, j'avais dit que le fait que j'étais Amorim out, c'est que j'ai vu un Ruben Amorim qui avait plus d'idées. Et là, justement, il me ramène une nouvelle idée. Donc, je commence à voir un coach qui commence à apprendre de ses erreurs. Et j'espère que ça continue. J'espère que ça continue. Donc, voilà. Maintenant, on va parler de la première news, les gars. La première news du jour, ça concerne Bryan Mbeumo, élu joueur du mois. Très très content pour lui, hein, parce que il était vraiment monstrueux. Il était vraiment le moteur de cette série de victoires. Il faisait partie de ces joueurs qui ont fait que Manchester United a pratiqué du beau football justement ces derniers temps. Notamment, évidemment, parmi ces joueurs, il y a toujours Mathis de Ligt. Il y a aussi Sam Lemons, parce que pour moi, Sam Lemons, c'est un peu, justement, le porte-bonheur, parce que depuis qu'il est titulaire, on enchaîne. Donc ça me fait grave plaisir. Et d'ailleurs, les gars, Sam Lemons, il a eu justement une interview cette semaine, où on lui a demandé justement les avis de ses coéquipiers par rapport à lui. Quels sont les conseils de leurs coéquipiers. Et justement, selon ce qu'il disait, Sam Lemons, c'est que par exemple, des De Ligt et Maguire lui ont parlé. Ils lui ont dit que on n'a pas besoin que tu sois exceptionnel. On a juste besoin que tu sois présent dans les moments clés. Et ça, je trouve ça intéressant parce que justement, depuis qu'il est titulaire, il était là dans les moments décisifs. Dans un moment où le match pouvait basculer, il était présent. Il a fait les arrêts pour. Notamment face à Sunderland. En fin de match, en deuxième mi-temps, on a failli se prendre un but où, justement, l'attaquant de Sunderland, il s'est retrouvé en face à Sam Lemons. Il a fait l'arrêt décisif. Notamment face à Liverpool aussi. Il avait fait l'arrêt décisif. Il soulage ses coéquipiers. Et pour moi, ça c'est, mine de rien, c'est que quand tu as quelqu'un derrière qui est capable de te soulager psychologiquement, ben en fait tu vas te sentir libéré. Et ça, selon Sam Lemons, justement, c'est que ses coéquipiers, ils attendent ça de lui. Et il le fait ultra bien. Donc pour moi, oui, Sam Lemons, c'est le porte-bonheur. Et d'ailleurs, dans cette interview, Sam Lemons, il ajoute que il espère justement faire une grosse carrière à Manchester United pour rentrer dans ces cadres de légende comme Van der Sar, comme Schmeichel, comme De Gea. Et on lui souhaite tous cela. Moi, les gars, je me dis que quelque part, on tient enfin quelque chose. On tient enfin ce gardien de but qui manquait tant à Manchester United pendant ces 2 dernières années. Parce que là, on a, certes, un jeune, certes, j'avais pas l'espoir que j'avais sur l'arrivée de Sam Lemons, c'était pas identique que l'espoir que j'avais justement à l'arrivée de Onana au club. Parce que pour moi, quand Onana il venait de signer au club, on a fait le plus gros coup qu'il fallait. Parce que là, on amène justement une mentalité, quelqu'un qui va justement se faire respecter par sa défense, quelqu'un qui va imposer des choses à sa défense. On va avoir quelqu'un qui soulage sa défense. En plus, il apporte ses jeux balles au pied. Et il est capable de sortir sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. C'est ce que j'attendais sur Onana. Je me dis qu'on va enfin avoir quelqu'un qui va parler. Et d'ailleurs, il s'est fait remarquer direct lors de son premier match, justement, face à Lens, où il s'est pris ce but gag là du milieu de terrain de Frankowski, où dans ce match-là, il a gueulé sur un Maguire. Mais finalement, tout cet espoir-là que j'avais sur André Onana, il est tombé à l'eau. Du coup, justement, le Bayern Dir qui essaye de remplacer derrière, qui fait les mêmes conneries que Onana. Et là, pour moi, Sam Lemons, c'était un pari. Un pari qui est plutôt bien réussi encore. Ok, c'est le début. Ok, ça fait pas beaucoup de matchs, mais il réussit. On a plutôt bien réussi ce petit pari-là.
Parce que, en fait, c'est sur un petit jeune qu'on va miser. Et lui, il va apporter cette chose que justement André Onana n'était pas capable de faire. C'est des petits détails, les gars. Par exemple, il sort sur les coups de pied arrêtés. Il arrête, enfin, il capte la balle, il se couche, il se fait respecter dans la surface. Il y va en tant que patron déterminé. C'est des petites choses comme cela. Mais ça, pour un défenseur, c'est très, très important. Donc, je lui souhaite le meilleur et j'espère que justement, c'est vraiment lui le porte-bonheur pour nous, fans de Red Devils. Donc, en enchaînant toujours sur cette news, Opta, du coup, ils ont prédit justement le classement final en Première Ligue cette saison, 2025-2026. Donc, dans cette classement, les gars, ils ont placé Arsenal, du coup, vainqueur de la Première Ligue, Manchester City, le dauphin, égalité de points avec Liverpool, et du coup, Chelsea top 4, Aston Villa derrière, Bournemouth d'ailleurs les gars, c'est une équipe qui monte en puissance, hein. C'est une équipe, voilà. Newcastle 7e, les Spurs de Tottenham 8e, Crystal Palace 9e, et Manchester United 10e. Déjà, si on regarde cette prédilection de Opta, du coup, on peut dire que c'est un peu mieux par rapport à la saison dernière. Mais on connaît l'objectif de Manchester United, de Ineos, c'est clairement décrocher l'Europe cette saison. Donc, moi je suis pas tout à fait d'accord justement par rapport à ce classement. Ok, mine de rien, Manchester United a fait un début de saison, voilà, mais Manchester United est dans le top 7. Hein? Donc, en ce début de saison. Donc, moi je pense pas que Manchester United va être va être 10e au classement. Moi je pense plutôt que cette saison, Manchester United va être plus haut. Pour moi, Manchester United, il y a grave moyen qu'on cherche la 6e place ou même plus. Je dirais pas les 3 premières places, hein, mais je pense qu'il y a moyen que Manchester United chope soit la 4e place, enfin entre la 4e place et la 6e place. Je pense qu'il y a grave moyen. Et maintenant, quand je vois aussi que, par exemple, Liverpool 3e, Liverpool, les amis, ils sont en train de perdre beaucoup de points. Ils sont en train de perdre beaucoup de points. Quand on regarde juste les 7 derniers matchs de Liverpool, c'est une seule victoire et que des défaites. C'est-à-dire 6 défaites en 7 matchs. Crystal Palace, Galatasaray, Chelsea, Manchester United, et ouais. Ils ont réussi à battre Francfort. Ils ont perdu face à Brighton. Et ils ont perdu en début de semaine face à Crystal Palace. D'ailleurs, le coach Slot, il sort quoi en conférence de presse justement après ce match-là? C'est que il se plaint justement de son effectif, de son profondeur de banc. Sachant que quand t'es Liverpool, t'as fait un mercato à plus de 500 millions, tu oses quand même te plaindre par rapport à ton profondeur de banc. C'est justement, ça montre en fait l'erreur de casting que Liverpool a fait cet été. Ça montre aussi qu'ils ont choisi les mauvais recrues, ce qui fait que derrière, ça assume pas sur le terrain. Par exemple, moi, le fait que Liverpool va chercher un Ekitike, déjà très très cher, hein. Ils ont parti chercher Ekitike à 95 millions, il me semble, et que derrière ils font Isaac, je vois pas l'intérêt. Du coup, c'est complètement en fait un mercato incohérent de la part de Liverpool. Je pense pas que c'était réellement les besoins pour certains postes, hein. Par exemple, chercher un Wirtz, chercher un Isaac alors que tu as déjà un Ekitike. Je trouve ça en fait c'était aberrant. Je pense que ils auraient dû mieux recruter. Bref, ils auraient dû mieux recruter, être plus intelligents comme ils avaient l'habitude de le faire par le passé. Parce que ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, c'est juste déstructurer leur effectif qui était champion d'Angleterre. C'est un nos plus grands bonheurs, les gars, hein, parce que pendant que Manchester United coulait, Liverpool, eux, ils étaient en train de gagner. Et comme par hasard, quand Manchester United retrouve la forme, Liverpool, eux, ils coulent. Bref, tout ça, les gars, c'est juste, j'ai juste envie de dire, c'est le karma. Pourquoi je dis cela? C'est parce que les fans de Liverpool, ils se sont trop moqués de nous. Et ce qui leur arrive maintenant, là, c'est... Voilà. Après, oui, il y a plusieurs
paramètre qui a à prendre en compte justement sur le fait que Liverpool est mauvais cette saison, notamment Mikel, ancien légende de Chelsea, il me semble, il avait parlé de cela avec notamment toutes les malheurs qui se sont passés pour eux justement cette saison. La saison allait être très très dure pour eux et je peux comprendre cela. Donc voilà pourquoi justement je suis revenu justement à parler de Liverpool, parce que moi je vois pas Liverpool être au 3e position cette saison. Je le vois pas. Pour moi, si je dois donner justement un top 5 de Première Ligue cette saison, pour moi, ce sera Arsenal, oui, premier, champion, si en étant logique, hein, parce que là, ils sont en train de prendre un peu d'avance, et surtout, ils dominent leur match, certains de leurs matchs. Je pense vraiment qu'il y a moyen qu'ils cherchent le titre cette saison, et j'espère d'ailleurs que ça sera peut-être eux. Je veux pas que ce soit, en tout cas moi je veux pas que ce soit Liverpool, soit City, soit Chelsea. Je veux pas. Donc oui, c'est tout à fait logique que Arsenal, pour moi, prenne le PL cette saison, parce que c'est une équipe en forme. Par contre, je garderai aussi Manchester City en tant que dauphin. Liverpool, pour moi, ce ne sera pas à la 3e place. Pour moi, à la 3e place, les gars, ce sera une équipe surprise comme Sunderland, qui est en train de réaliser une grosse début de saison. On voit qu'ils sont en confiance. Et notamment dans l'interview de Isidore, il était en train de dire qu'il savait qu'il pouvait battre un Chelsea chez eux. Et je pense que c'est une équipe qui pourrait être la surprise cette saison. Donc pour moi, un Sunderland, pour moi, ça sera top 3. Du coup, en fait, comme je l'ai dit, Manchester United 4e. Et pour moi, par exemple, un Liverpool, ce sera derrière. Un Chelsea, ce sera derrière Manchester United. Encore une fois, les gars, hein, ça dépend de si, oui ou non, Ruben Amorim, il arrive à changer les choses. Parce que si Manchester United est en train d'évoluer comme ce qu'on a vu dans les derniers matchs, comme les promesses qu'on a vues dans les derniers matchs, évidemment, Manchester United peut prétendre à un top 4. Mais sinon, pour moi, Manchester United doit se fixer l'objectif d'atteindre au moins la 6e place. Donc voilà. Mais pour atteindre tout cela, les gars, évidemment, l'effectif n'est pas complet. J'en ai discuté dans ma dernière vidéo. Il manque certains postes clés, comme un milieu de terrain, un piston gauche. Pour moi, ça c'est un manque majeur. Donc voilà. Maintenant, on va un peu revenir sur les différentes conférences de presse, notamment celui de Jason, pardon les gars, Wilcox, où il nous dit « On était déçus de notre performance contre Brentford, mais dans les autres matchs, on a montré des progrès avec de très bonnes phases de jeu. On doit continuer comme ça et ne pas s'emballer. » Donc oui, comme je l'ai dit, Manchester United, même depuis le début de saison, on se crée beaucoup d'occasions. Ce qui manquait en fait, c'est la finition. Mais quand tu as des joueurs comme ça, des leaders offensifs qui se montrent comme un Bryan Mbeumo, comme un Matheus Cunha, je pense que les choses en fait vont évoluer. Et je pense que plus on va marquer de buts, plus on va prendre de confiance en nous, on va prendre des points et on va finir par justement faire tourner la roue. Donc il enchaîne d'ailleurs Jason Wilcox sur les recrues cette saison. Ils se sont adaptés très rapidement, évidemment, avec deux joueurs qu'on a recrutés en première ligue, qui est Cunha Mbeumo, évidemment que l'adaptation allait être rapide. Donc pour Sesko et Saint-Lemens, nous sommes très satisfaits de leur adaptation. Oui, les deux aussi s'adaptent plutôt bien. Sesko, il est très très important dans le jeu de Manchester United, tout comme Saint-Lemens. Donc, au final, les recrues de l'été, en fait, je suis plutôt satisfait de nos recrues parce qu'ils assument, ils montrent pourquoi on est parti les chercher. Donc, pour une fois, Manchester United a fait une bonne mercato. Il manquait des choses, mais évidemment, on ne peut pas avoir toutes les pièces manquantes du puzzle en un seul mercato. Donc, laissons le temps faire les choses. On avait venir des joueurs très talentueux, mais quand vous marquez, ce ne sont pas seulement les gars de devant. C'est la manière dont vous jouez, l'identité de jeu, le travail quotidien de Ruben Amorim. Il a souligné tout cela. Donc, je trouve au final que
L'interview de Jason Wilcox, en fait, c'était vraiment très très intéressant parce que il a mis le point sur des choses qui étaient vraiment importantes de souligner. C'est que, par exemple, le fait de gagner, de marquer, ça souligne aussi l'excellent travail de Ruben Amorim lors de ses entraînements. On commence à voir les fruits de ses progrès. Et notamment dans le jeu, on a remarqué des choses, des adaptations tactiques de Ruben Amorim. On a vu le jeu se serrer. On a vu que le milieu de terrain était très très proche des milieux enfin les défenseurs étaient très très proches des milieux de terrain, ce qui fait que l'adversaire n'avait pas beaucoup d'espace dans l'entrejeu, ce qui fait que on arrive à presser ultra haut les équipes adverses. Du coup, Manchester United est devenu excellent justement dans cette phase de pressing, contre-pressing, etc. On est devenu intéressant avec cela. Et surtout, notamment, on a vu aussi des évolutions dans le jeu, dans les petits permètres, dans la manière de sortir la balle. Et surtout, on récupère des ballons très très hautes dans le camp adversaire, ce qui fait qu'on se crée beaucoup d'occasions très très dangereuses. Tout cela, en fait, c'est lié. Confiance, but, et tout est lié. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Donc si on revient un peu sur les interviews de Ruben Amorim concernant Forest, il a dit j'ai regardé le dernier match, j'ai regardé le match contre Porto, j'ai regardé celui contre Bournemouth. Le style de jeu est similaire, avec des caractéristiques différentes. Ils ont des talents comme Gibbs-White, Anderson et Hudson-Odoi. De très bons joueurs. Ce sera différent de Brighton, où on avait de l'espace pour jouer. Nous n'aurons pas cet espace. Il faut comprendre que nous ne sommes pas la même équipe à l'extérieur et à domicile. Nous devons donc améliorer notre façon de contrôler l'environnement. Chaque tacle est un moment important. Nous devons donc mieux jouer à l'extérieur. Nous sommes prêts pour un match très très difficile. Si on rappelle un peu les gars, le classement, c'est que classement à domicile, Manchester United est premier dans ce domaine-là. Ce qui fait que Manchester United est revenu une forteresse à domicile. C'est-à-dire que l'équipe adverse, quand ils viennent chez nous, ils ont peur. Mais par contre, c'est pas la même chose à l'extérieur. Manchester United est mauvais à l'extérieur. Ce qui fait que ce match face à Forest, ça peut être justement révélateur. Ça va nous apprendre des choses. Est-ce que réellement Manchester United est revenu? Est-ce que demain, on va venir à Forest, on va jouer, pratiquer du beau football, sachant que Ruben Amorim lui-même, il a souligné le fait que ça sera pas le même adversaire, ce sera un adversaire différent de Brighton dans le style de jeu, dans la manière dont nous voulons jouer. Contre Brighton, nous avons eu l'espace, mais face à une équipe comme Forest, on va pas avoir cela. Donc, il faut s'adapter. Et notamment, les gars, c'est que, par exemple, Slot, lui, il voulait des jeux courts. Ruben Amorim lui a servi des jeux longs. Brighton, il s'attendait à des jeux longs, des ballons balancés, etc. Ruben Amorim, il s'est encore adapté. Il a proposé un jeu court avec beaucoup de pressing. Donc, hâte de voir en fait qu'est-ce qu'il va proposer demain face à Forest. Notamment, les gars, ça va être intéressant à débriefer. Si oui ou non Manchester United. Et surtout, il y a l'autre petit malin là, sur les réseaux sociaux. Le mec, il faut bien qu'on lui rase son crâne. Il faut qu'on enchaîne les 5 victoires consécutives et même plus. Donc voilà. Voilà l'équipe. Donc, bonne nouvelle aussi, c'est que Lisandro Martinez a repris l'entraînement. Mais Ruben Amorim lui dit que il sera pas prêt pour demain. Il faut lui laisser le temps. Et on verra bien. Donc, Licha est de retour. Il a repris l'entraînement collectif avec le groupe. J'espère pour lui que les blessures sont derrière lui maintenant. J'espère qu'on va voir un très très bon Lisandro Martinez qui ne se blesse plus. Et lui, par exemple, ça va upgrade ce niveau de jeu parce que je suis désolé. Luke Shaw, évidemment, il est sur une série de bons matchs. Il est plutôt bon. Face à Brighton, il était bon. Il faut souligner les choses, mais je pense que Licha est meilleur sur ce poste-là. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, en fait, ce piston gauche est très très léger pour moi. Un Dalot, par exemple, oui, il a fait un bon match, mais ça reste limité. Dorgu,
entrée catastrophique. Donc je me dis que si avec le retour de Lisandro Martinez, et si ça pousse à Ruben Amorim à faire jouer Luke Shaw en tant que piston gauche. En tout cas les gars, cette idée-là, ça mérite d'être essayé. Ça mérite d'être essayé. Certaines personnes vont me dire oui mais Luke Shaw, voilà. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas les périodes de mercato les gars. Donc il faut faire avec le moyen du bord. Si Luke Shaw pourrait nous dépanner jusqu'au mercato hivernal ou estival pour avoir un vrai piston gauche, qu'il nous aide, tout simplement. Mais pour cela, il faut que Licha ne se blesse plus. Il faut que Licha il est présent jusqu'à la fin de la saison, au moins. Donc voilà. Donc nous allons finir cette vidéo par cette information que Jacobs Ben nous sort. L'intérêt de Manchester United pour Angelo Stiller. On sait déjà que pendant le mercato estival, au dernier mercato, Manchester United suivait de très très près ce joueur-là. Ils étaient très très intéressés par ce joueur-là. Et l'intérêt est bel et bien présent. Les gars, moi je vois mercato hivernal, Angelo Stiller signera à Manchester United. Moi je vois ce deal-là. Je pense que United va recruter un milieu de terrain lors du mercato hivernal, qui s'appelle Angelo Stiller. Et je pense que ça sera une bonne idée. Je pense que, évidemment, Manchester United, je pense pas qu'ils vont recruter d'autres personnes. Hein. Je pense qu'ils vont tout miser sur Angelo Stiller. Stiller va venir renforcer l'entrejeu de Manchester United pour attendre le mercato estival 2026, où ça sera le milieu de terrain, le plus gros chantier lors de ce mercato-là. On va avoir du Wharton, peut-être du Baleba, peut-être autre chose, mais je pense vraiment que Stiller, il va venir et lors du prochain mercato. Si Stiller, il s'impose justement jusqu'à la fin de la saison, ben c'est bon, on va recruter un deuxième. Mais par contre, si Stiller ne s'impose pas, on va recruter 2 milieux de terrain selon moi au mercato estival 2026. Donc voilà, moi encore une fois, Stiller, les gars, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il me fait penser un peu à un Toni Kroos. Mais encore une fois, est-ce que il va plutôt bien s'adapter à Manchester United? Je fais confiance à Christophe Vivell. Oui, il y avait cette rumeur-là. Oui, les joueurs de Bundesliga, ils ont du mal à s'imposer en Première Ligue. Oui, il y avait le cas Sancho, il y avait le cas Pulisic. Il y avait plein de cas qui sont passés par là, mais on a vu aussi des cas comme Erling Haaland qui marche plutôt bien, des Hugo Ekitike, on voit aussi un Benjamin Sesko. Et je me dis quelque part que peut-être que Stiller, s'il a la bonne mentalité, lui, ça peut marcher aussi. Il faut essayer. Donc voilà, on sait que c'est quelque chose qui va pas nous coûter très très cher. Donc il faut essayer. En tout cas, il nous faut un milieu de terrain. Ça, c'est primordial. Et un piston gauche. Voilà. Donc l'équipe, voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. On se retrouve demain après le match. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.